Le bruit de la gifle résonna plus fort que le moniteur cardiaque. Le Dr. Preston, l'enfant chéri de l'hôpital, ne s'est pas contenté de réprimander la nouvelle infirmière. Il a posé les mains sur elle. Il a enfoncé ses doigts dans ses cheveux et l'a tiré en arrière en ricanant. « Reste à ta place, ordure !» Tout le service des urgences se figea. Il s'attendait à ce que l'infirmière timide et discrète se mette à pleurer. Ils s'attendaient à ce qu'elle implore leur pardon, mais ils ne savaient pas que la femme vêtue d'une blouse bleue trop grande n'était pas seulement une infirmière. C'était le Major Harper Bennett, une vétérane décorée du 160e CR qui avait pratiqué des opérations chirurgicales à l'arrière des Blackhawks en feu. Et le Dr. Preston venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le Seattle Grace Memorial était un champ de bataille d'un autre genre. Au lieu de mortiers et d'engins explosifs improvisés, il y avait des arrêts cardiaques, des victimes de surdose et le bruit incessant et perçant des sirènes d'ambulance. Harper Bennett se déplaçait dans le chaos des urgences avec un silence qui déconcertait les gens. Elle avait 32 ans, mais ses yeux en paraissaient 100. Elle travaillait à l'hôpital depuis 3 mois et, pendant cette période, elle avait échangé moins de 50 mots avec ses collègues. Elle faisait le sale boulot. Elle nettoyait les bassins hygiéniques. Elle réapprovisionnait les perfusions salines. Et elle prenait les gardes de nuit qu'aucune des infirmières expérimentées ne voulait. Pour le personnel, elle n'était personne. Une infirmière itinérante venue de nulle part, avec un CV peu convaincant et un comportement qui suggérait qu'elle avait peur de son ombre. « Bennett, bougez-vous !» Le cri venait du Dr. Silas Preston. Preston était le chef du service de chirurgie traumatologique. Il avait 45 ans, était beau d'une manière dont il était douloureusement conscient et possédait un ego qui passait à peine par les doubles portes de la salle de traumatologie. Issu d'une vieille famille de fortunés, les Preston du Connecticut, il traitait le personnel de l'hôpital comme ses serviteurs personnels. Harper ne broncha pas devant son ton. Elle prit simplement le plateau d'instruments stérilisés et se dirigea vers la salle de traumatologie 4, où Preston suturait une lacération sur un étudiant ivre. « Tu es en retard », ricana Preston, sans lever les yeux de son travail. « Je t'ai demandé ça il y a 30 secondes. Sais-tu combien vaut mon temps, Bennett? » « Toutes mes excuses, docteur, » dit Harper. Sa voix était baissée, monocarde et dénuée d'émotion. Preston ricana. « Les excuses ne sauvent pas des vies. La compétence, oui. Essaye d'en acquérir. » Il attrapa un stylo sur le plateau, effleurant délibérément sa main, puis essuya son gant sur sa blouse comme si elle était contagieuse. Les autres infirmières, regroupées près du poste de soins, observaient la scène avec un mélange de pitié et de soulagement. Soulagement de ne pas être à la place de Harper aujourd'hui. « Il est de mauvaise humeur », murmura Chloé, une jeune infirmière vêtue d'une blouse rose vif. Son portefeuille d'action est probablement pris un coup. Où sa femme a découvert son aventure avec la représentante pharmaceutique, marmonna David, l'infirmière en chef. Il soupira en regardant Harper se réfugier dans l'ombre du placard à fournitures. « Je ne sais pas comment Bennett le prend. Elle n'a aucune personnalité. S'il me parlait comme ça, pensais-je, je le signalerais aux ressources humaines. Les ressources humaines ne feront rien, répondit Chloé. Son père est au conseil d'administration. Bennett est une proie facile. Elle est comme un fantôme. Hier, je lui ai demandé d'où elle venait, et elle m'a simplement regardé jusqu'à ce que je m'éloigne. Dans le placard à fournitures, Harper Bennett appuya son front contre le métal froid de l'étagère. Elle prit une inspiration. Inspirer pendant 4 secondes. Retenir pendant 4 secondes. Expirer pendant 4 secondes. Ses mains étaient fermes. Elles étaient toujours fermes. Elles avaient été fermes dans la vallée de Coronal quand un RPG avait touché son convoi. Elles étaient restées fermes lorsqu'elle avait dû panser la blessure à la poitrine de son commandant, le capitaine Miller, sous le feu d'une ligne de tir située à 300 mètres. Elle n'avait pas peur d'un homme comme Silas Preston. Les hommes comme lui étaient faibles. Ils craquaient dès que la climatisation tombait en panne. Harper avait survécu à des choses qui auraient rendu Preston catatonique. Elle ajusta les manches longues de son maillot de corps. Elle les portait même dans la chaleur étouffante des urgences. Elle cachait les cicatrices d'éclats d'obus sur son avant-bras gauche et le tatouage sur son poignet droit, l'insigne des Night Stalkers, le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales. Elle n'était pas là pour la gloire. Elle était là pour se réintégrer, pour réapprendre à être une civile. L'armée l'avait réformée pour raisons médicales après l'incident en Syrie.
Une mission d'extraction classifiée qui avait mal tourné. Elle était apte au service sur le plan physique, mais les psychologues avaient estimé qu'elle avait besoin de passer du temps dans un environnement peu stressant. Elle avait donc frotté des sols et laissé un chirurgien pompeux la traiter comme une servante. Cela faisait partie de la mission. Se fondre dans la masse. Ne pas s'impliquer. Sa Bennett. La voix de Preston résonna dans le couloir. « Venez ici, nous avons un multitra en approche. » Harper ouvrit les yeux. Son regard redevint d'acier. Elle se leva de l'étagère et retourna dans la mêlée. Les portes coulissantes des urgences s'ouvrirent brusquement. Les ambulanciers se précipitèrent à l'intérieur, poussant 2 brancards, entourés d'une agitation fébrile. L'air se remplit instantanément d'une odeur de sang et de pluie. « Parlez-moi » cria Preston en prenant place au centre, le torse bombé. Homme, environ 50 blessures par balle à la poitrine et à l'abdomen. L'ambulancier en chef hurla pour couvrir le bruit. « Bep est en train de s'effondrer, 70/40. Tachycardie, nous avons perdu son pouls 2 fois pendant le trajet. »« Bay 1, ordonna Preston. David pose une perfusion. Chloé appelle la banque du sang. Bennett. » Il se retourna, les yeux exorbités par la montée d'adrénaline dont il avait besoin. « Tu es en charge de l'aspiration. Ne fais pas d'erreur. » Harper se plaça à la tête du lit. Elle regarda le patient. C'était un homme corpulent, bâti comme un tank, avec une barbe grise et un gilet tactique qui avait été ouvert par les ambulanciers. Sous le sang, elle aperçut un tatouage sur son épaule, un poignard ailé. Son cœur fit d'un bond. Les forces spéciales. Elle regarda son visage. Il était enflé et meurtri, mais elle en reconnut les traits. C'était le sergent-chef Knox, Fort Knox. Il avait été son officier instructeur à Fort Bragg il y a près de 10 ans. « Il s'effondre !» cria David. « Les palettes VIB !» hurla Preston. « Chargées à 200 !» La pièce explosa dans un chaos contrôlé. Harper saisit le cathéter d'aspiration, dégageant les voies respiratoires avec une efficacité acquise par l'expérience. Elle remarqua quelque chose que Preston n'avait pas vu. Le sang ne s'accumulait pas seulement. Il bouillonnait. Pneumothorax sous tension. Son esprit enregistra instantanément. Son poumon s'était affaissé et exerçait une pression sur le cœur. « Dégagez !» cria Preston. Il plaqua les palettes sur la poitrine de Knox. Le corps fut pris de convulsions. « Toujours VIB, dit David. Chargé à 300. »« Docteur, dit Harper, sa voix coupant le bruit. Ce n'était pas le murmure qu'elle utilisait habituellement. C'était plus ferme. Aucun bruit respiratoire à droite. La trachée est déviée. Son attention est pneumo. Le choqué ne marchera pas. Il a besoin d'une décompression à l'aiguille maintenant. » La pièce devint silencieuse pendant une fraction de seconde. Preston la regarda, le visage rouge de rage. « Excusez-moi, vous êtes médecin? »« Bennett. Vous avez fait des études de médecine où vous avez obtenu votre diplôme sur une boîte de céréales. Regardez la distension jugulaire. » Harper insista en montrant le cou du patient. « Si vous ne décompressez pas la poitrine, il mourra dans 30 secondes. »« Taisez-vous, rugit Preston. Je suis le chirurgien traitant ici. Vous êtes infirmière. Vous changez les bassins et vous fermez votre bouche. Chargé à 360. Prêt. Il a de nouveau électrocuté Knox. Rien. Ligne plate. Merde. Preston a jeté les palettes sur le chariot d'urgence. Il est mort. Déclaré le décès. Non, a dit Harper. Elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas calculé les conséquences. Elle a juste agi. Elle s'est éloignée de l'aspirateur et a attrapé une aiguille de cathéter angiographique de calibre 14 dans le plateau de fournitures ouvert. « Qu'est-ce que tu fais? » Preston s'est placé devant elle, bloquant le patient. « Bouge, » dit Harper. Ses yeux étaient froids, sombres comme des tunnels. « Sors de ma salle de traumatologie, » a crié Preston. « Tu es viré. Sors. » Il a un rythme pulsatile, mais la pression le tue, a dit Harper en se déplaçant sur le côté pour le contourner. Je ne le laisserai pas mourir à cause de ton ego. C'était le point de rupture. Le Dr. Silas Preston, un homme à qui personne n'avait jamais dit non de toute sa vie, craqua. Il tendit la main et attrapa Harper par l'arrière de sa Charlotte, enfonçant ses doigts dans ses cheveux. Il lui tira la tête en arrière avec une force violente. « J'ai dit » siffla Preston, le visage à quelques centimètres du sien, des postillons jaillissant de ses lèvres. « Reste à ta place, espèce de bon à rien. » La violence du mouvement fit trébucher Harper en arrière. Elle heurta l'armoire métallique dans un grand bruit métallique et l'aiguille tomba sur le sol. Tout le service des urgences s'arrêta.
Les médecins se figèrent en plein milieu d'une suture. Les infirmières laissèrent tomber leur dossier. Le silence était absolu. La violence envers le personnel était rare. Mais qu'un chirurgien agresse physiquement une infirmière et en plein milieu d'une intervention, c'était du jamais vu. Preston se tenait là, la poitrine haletante, le visage déformé par un rictus. Il se sentait puissant. Il se sentait comme un dieu punissant un enfant désobéissant. Il s'attendait à ce que Harper s'effondre. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce qu'elle s'enfuit de la pièce en sanglotant, le laissant déclarer le patient mort et vaquer à ses occupations. Harper baissa lentement la tête. Elle leva la main et toucha l'arrière de sa tête, là où il lui avait tiré les cheveux. Elle ajusta sa charlotte. Lorsqu'elle releva la tête, la peur que tout le monde s'attendait à voir n'était pas là. L'infirmière calme avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un d'autre. Sa posture avait changé, ses épaules étaient droites, ses pieds légèrement écartés à la largeur des épaules, une position de combat. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » dit Harper. Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle avait un poids qui fit se hérisser les poils de la nuque de David. « Appelez la sécurité, » aboya Preston, bien que sa voix trembla légèrement. « Faites sortir cette femme de mon hôpital. » David Harper dit, sans détourner les yeux de Preston. « Donnez-moi une lame 10 et un kit de drainage thoracique. »« Bennett, arrêtez !» balbutia David, terrifié. « C'est le chef. » Harper n'attendit pas. Elle se mit en mouvement, mais cette fois, elle ne marchait pas comme une infirmière. Elle se déplaçait avec la vitesse explosive d'une vipère. Preston tenta à nouveau de l'attraper par le bras. « Je vous ai dit de... » Harper ne le frappa pas. Oh, elle n'en avait pas besoin. Alors que Preston tendait la main vers elle, elle se glissa simplement dans sa garde, lui immobilisa le poignet d'une main et appuya sur le nerf radial tout en balayant sa jambe. Tout se passa si vite que les images de la caméra de sécurité durent être visionnées au ralenti pour être comprises. Une seconde auparavant, Preston était debout. La seconde d'après, il était face contre terre sur le sol en linoléum, le bras tordu derrière le dos à un angle qui le faisait hurler de douleur. « Restez à terre », ordonna Harper. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre donné par un officier à un combattant hostile. Elle le relâcha, enjamba son corps gémissant et se dirigea vers le patient. Elle prit une aiguille neuve. « David, chronomètre-moi », dit-elle calmement. Elle localisa le deuxième espace intercostal sur la poitrine de Knox. Elle enfonça l'aiguille. H! Le bruit de l'air comprimé s'échappant de la cavité thoracique était audible dans toute la pièce silencieuse. Le moniteur accroché au mur émit un bip, puis un deuxième. Bip, bip, bip. Rythme sinusal. Le cœur battait à nouveau. Harper regarda Preston, qui se relevait péniblement à genoux, serrant son poignet, le visage violet d'humiliation et de choc. « Il est vivant, » dit Harper en retirant ses gants. « Et vous, docteur, vous êtes relevé de vos fonctions. » Preston se redressa, les yeux exorbités. « Relevé de ses fonctions. Je suis le chirurgien en chef. Vous m'avez agressé. Je vais vous faire arrêter. Je vais vous détruire. Savez-vous qui je suis? » Harper le regarda droit dans les yeux. Elle attrapa l'ourlet de son t-shirt à manches longues et le remonta lentement, révélant les muscles cicatrisés et noueux de son avant-bras et le tatouage distinctif sur son poignet. « Je sais qui vous êtes, Preston. Vous êtes un handicap. » Elle se tourna vers l'infirmière-chef stupéfaite. « Appelez la police et le général Holloway au Pentagone. Dites-lui que Ghost a été compromis. »« Le général? Qui? » demanda David bouche bée. « Contentez-vous de passer l'appel, » dit Harper en se retournant pour stabiliser son ancien sergent, « et éloigner cet idiot de mon patient. » L'arrivée de la police de Seattle ne passa pas inaperçue. 2 agents en uniforme, suivis d'un administrateur hospitalier affolé, poussèrent les doubles portes des urgences. Le Dr. Silas Preston les attendait, appuyé contre le poste des infirmières, un sac de glace sur le poignet. Il avait retrouvé son sang-froid, remplaçant sa peur par un récit froid et calculé. « C'est elle », dit Preston en pointant un doigt tremblant vers Harper. Harper se tenait près de la salle de traumatologie 1, observant le moniteur cardiaque du sergent-chef Knox. Le patient était stable, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière rythmée grâce au tube qu'elle avait inséré. Elle n'avait pas essayé de s'enfuir. Elle n'avait pas essayé de se cacher. Elle se tenait debout, les mains jointes derrière le dos et en position de repos,
attendant. Officier, dit Preston, la voix empreinte d'une victimisation bien rodée. Cette femme est instable. Elle a désobéi à un ordre médical direct et mis en danger la vie d'un patient. Et quand j'ai essayé d'intervenir, elle m'a agressé physiquement. Elle m'a presque cassé le poignet. Je veux porter plainte immédiatement. L'officier plus âgé, un homme nommé Sergeant Brady, regarda Harper. Elle ne semblait pas constituer une menace. Elle semblait petite dans sa blouse trop grande, le visage impassible. « Madame ». Brady s'approcha d'elle, la main posée près de son étui. « Éloignez-vous du patient. » Harper se retourna lentement. « Le patient est stable, sergent, mais il doit être transporté aux soins intensifs. Ses signes vitaux sont stables, mais le pneumothorax doit être surveillé. » « Je n'ai pas demandé votre avis médical, » rétorqua Brady, influencé par la présence du chirurgien en chef. « Tournez-vous, les mains derrière le dos, » obéit Harper. Elle ne résista pas lorsque le métal froid des menottes se referma sur ses poignets. Le bruit était sec et définitif, couvrant les murmures du personnel des urgences. « Vous ne pouvez pas faire ça, David. » L'infirmier en chef s'avança, la voix tremblante. « Elle a sauvé la vie de cet homme. Preston allait le laisser mourir. » « David, » aboya Preston, les yeux réduits à deux fentes, « à moins que tu ne veuilles chercher un emploi dans une clinique vétérinaire en Alaska. Je te suggère de fermer ta bouche. C'est désormais une affaire de police. » David se figea. Il regarda Harper, ses yeux implorant le pardon pour sa lâcheté. Harper lui fit simplement un signe de tête presque imperceptible. « Retire-toi, » disait son regard. « Ce n'est pas ton combat. »« Faites-la sortir d'ici, » ricana Preston. Et assurez-vous que la presse ne la voit pas. Je ne veux pas que cet hôpital soit associé à des psychopathes. Alors que les agents escortaient Harper à travers les urgences bondées, l'atmosphère était lourde de tension. Les patients sur les brancards observaient en silence. Les médecins évitaient le contact visuel. Mais les infirmières, celles qui changeaient les draps, nettoyaient le vomi et tenaient la main des mourants, regardaient Harper avec un étrange nouveau respect. Elles avaient assisté à l'arrestation. Elles connaissaient la vérité. Au moment où ils atteignèrent la sortie, un homme vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure fit irruption par les portes administratives. C'était Sterling Preston, le président du conseil d'administration de l'hôpital et le père de Silas. C'était un homme aux cheveux argentés, un requin connu pour enterrer les procès et ruiner les carrières. Silas Preston tonna, ignorant la police. « J'ai reçu ton SMS. Est-il vrai qu'une infirmière t'a agressé? »« Elle est folle, papa. » Silas s'écria, abandonnant instantanément son attitude professionnelle. « Elle m'a presque cassé le bras. Ma main chirurgicale. » Sterling tourna son regard vers Harper. Ses yeux étaient glacés. Il s'approcha d'elle, envahissant son espace personnel, la regardant de haut. « Vous avez commis une grave erreur, jeune fille, » siffla Sterling. « Je veillerai à ce que vous ne travailliez plus jamais dans le secteur de la santé. Je te poursuivrai en justice pour chaque centime que tu gagneras. Quand j'en aurai fini avec toi, tu auras de la chance si tu trouves un emploi de balayeuse. » Harper le regarda. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne se recroquevilla pas. Elle l'analysa. Hypertension artérielle, probablement sous bêta-bloquant, traite de personnalité narcissique, agressivité née d'un sentiment de droit et non de capacité, niveau de menace faible. « Circulez, » dit le sergent Brady en poussant doucement Harper vers l'avant. Alors qu'il la poussait à l'arrière de la voiture de police, Harper se permit de jeter un seul regard en arrière vers l'hôpital. Elle vit Silas Preston debout dans la baie des ambulances, souriant, le bras de son père autour de ses épaules. Il pensait avoir gagné. Il pensait qu'il s'agissait d'un procès ou d'un licenciement. Harper appuya sa tête contre la grille métallique de la vitre de la voiture de police. Elle ferma les yeux et commença à compter. 1 minute s'était écoulée depuis l'appel à Holloway. L'équipe d'extraction devait être en train de se mettre en route. La guerre n'était pas terminée pour Harper Bennett. Elle avait simplement changé de champ de bataille. La salle d'interrogatoire du 4e commissariat était une boîte terne faite de parpaings gris et éclairée par une lumière fluorescente vacillante qui bourdonnait comme une mouche mourante. Harper était assise sur une chaise en métal, une main menottée à la table. Elle était là depuis 2 heures. Le détective Reed était assis en face d'elle. C'était un homme fatigué, avec des taches de café sur sa cravate et une attitude qui suggérait qu'il avait tout vu.
Il jeta un dossier sur la table. Harper Bennett, dit Reed en se penchant en arrière. Aucun antécédent. Son permis d'infirmière est vierge, même s'il n'a que 3 mois. Avant cela, rien. Un fantôme? Harper ne dit rien. Elle fixait un poing sur le mur juste au-dessus de son épaule gauche. Écoutez, Harper, soupira Reed, essayant de jouer le bon flic. Le Dr. Preston est un homme puissant. Son père est pratiquement le propriétaire de cette ville. Ils veulent vous inculper pour agression avec arme mortelle, affirmant que vous avez utilisé un scalpel. Les yeux de Harper se déplacèrent pour lire. Je n'ai pas utilisé de scalpel sur lui. Si j'avais utilisé une lame, il ne serait plus debout. Reed marqua une pause, déconcerté par le ton neutre et factuel de Harper. D'accord, eh bien, il dit que vous l'avez menacé. Les témoins ont trop peur pour parler. Si vous me donnez votre version des faits, nous pourrons peut-être réduire les charges à un délit mineur. Travaux d'intérêt général et cours de gestion de la colère. Je veux passer mon coup de fil, dit Harper. Vous pouvez appeler un avocat, dit Reed. Mais un avocat commis d'office n'aura aucune chance contre l'équipe juridique de la famille Preston. Ils veulent votre peau. Je n'ai pas besoin d'avocat, dit Harper. J'ai juste besoin de passer un coup de fil. Reed gémit et poussa un téléphone fixe à travers la table. Faites vite, Harper décrocha le combiné. Elle ne composa pas un numéro local. Elle composa une série de chiffres que Reed ne reconnut pas. Ici Sierra 709 Harper parla dans le téléphone, sa voix prenant un ton autoritaire que Reed n'avait jamais entendu chez un suspect auparavant. Code noir. Lieu, commissariat 4 de Seattle. Prise d'otage. Je suis l'otage. Elle raccrocha. Reed la fixa du regard. Qu'est-ce que c'était? Qui avez-vous appelé? Vous feriez bien de vous prendre un café, inspecteur, dit calmement Harper. La nuit va être longue. Avant que Reed n'ait le temps de répondre, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit brusquement. Mais ce n'était pas un autre policier. C'était un avocat vêtu d'un costume 3 pièces qui coûtait plus cher que le salaire annuel de Reed. Charles Whitlock, l'avocat de la famille Preston. Il ne regarda pas Reed. Il regarda Harper avec un mélange d'ennui et de dédain. « Madame Bennett, dit Whitlock en posant une maillette en cuir sur la table. Je suis ici pour vous proposer une issue, un accord. » Il fit glisser un document vers elle. « Signez ceci. Vous y admettez avoir souffert d'une crise mentale, vous présentez vos excuses au Dr. Preston et vous acceptez la révocation immédiate de votre licence d'infirmière. En échange, les Preston abandonneront les poursuites pénales. Vous quittez Seattle ce soir et nous n'entendrons plus jamais parler de vous. » Harper regarda le papier. C'était une capitulation, un aveu pour des choses qu'elle n'avait pas commises. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. Whitlock sourit, un sourire prédateur montrant les dents. « Alors vous irez en prison. C'est aussi simple que cela. Nous avons les juges. Nous avons le procureur. Vous n'êtes personne, mademoiselle Bennett. Vous n'êtes qu'un insecte sur le pare-brise d'une voiture très chère. » Harper prit le stylo. Le sourire de Whitlock s'élargit. Elle fit tourner le stylo entre ses doigts, une habitude qu'elle avait prise lorsqu'elle était tireuse d'élite et qu'elle vérifiait la dérive du vent. « Vous avez vérifié ma licence d'infirmière, dit Harper doucement. Mais avez-vous vérifié mon DD-214? » Whitlock fronça les sourcils. « Votre quoi? Mes papiers de démobilisation. » Sans importance. Whitlock fit un geste de la main. « Peu importe ce que vous avez fait dans l'armée, éplucher des pommes de terre, conduire des camions, cela n'a aucune importance ici. » Boum! La lourde porte en acier de la zone de détention du commissariat s'ouvrit avec une force suffisante pour faire trembler les murs. Que se passe-t-il dehors? Reed se leva et chercha son arme. Des voix criaient dans le couloir. Ce n'étaient pas des voix de policiers. Elles étaient plus fortes, plus graves, plus autoritaires. « Agent fédéral, baissez votre arme. Éloignez-vous de la porte. » La porte de la salle d'interrogatoire fut enfoncée d'un coup de pied. 2 hommes en tenue tactique complète, armés de carabines, entrèrent dans la pièce et balayèrent instantanément les coins du regard. Ils étaient suivis par un homme vêtu d'un uniforme militaire vert militaire impeccable. 3 étoiles brillaient sur ses épaulettes. Le lieutenant-général Holloway. Reed resta bouche bée. Il retira instinctivement la main de son arme et leva les mains. Whitlock avait l'air confus, agacé. « Excusez-moi, cria Whitlock. Il s'agit d'un interrogatoire privé. Vous ne pouvez pas faire éruption ici comme ça.
Savez-vous qui est ma cliente? Le général Holloway ignora complètement l'avocat. Il se dirigea droit vers Harper, qui était toujours menotté à la table. Le général, un homme qui avait commandé des théâtres de guerre entiers, s'arrêta devant l'infirmière. Il se mit au garde-à-vous. « Major », dit Holloway en saluant Harper d'un signe de tête. « Général », répondit Harper. « Enlevez-lui ses menottes », ordonna Holloway en jetant un coup d'œil à Reed. « Attendez une minute », intervint Whitlock en s'interposant entre eux. « Elle est en état d'arrestation pour avoir agressé un chirurgien de renom. Vous n'avez aucune juridiction ici. » Holloway se tourna vers Whitlock. Le regard qu'il lança à l'avocat était le genre de regard habituellement réservé aux insurgés ennemis. « Compétence », dit Holloway d'une voix basse et menaçante. « Mon garçon, cette femme est une ressource protégée du gouvernement des États-Unis. L'homme qu'elle a agressé a failli tuer un sergent-chef hautement décoré qui est actuellement sous ma protection. Et vous? » Il pointa son doigt vers le costume coûteux de Whitlock. « Vous interférez avec une enquête fédérale sur une faute professionnelle et une négligence médicale affectant un opérateur de niveau 1. » « Une faute professionnelle, » balbutia Whitlock. « Détachez-la. » Aboya Holloway à Reed. Reed fouilla dans ses clés, les mains tremblantes, et détacha les menottes. Harper se leva en se frottant les poignets. « Vous ont-ils fait du mal, Major? » demanda Holloway. « Négatif, monsieur, » répondit Harper. « Ils m'ont juste fait perdre mon temps. »« Bien, » dit Holloway. « Un hélicoptère nous attend à l'héliport. Knox est réveillé. Il vous demande. » Harper se tourna vers Whitlock, qui était pâle et en sueur. Elle se pencha vers lui. « Dites à Preston que le virus vient de riposter. » Le toit du Seattle Grace Memorial avait été transformé en poste de commandement temporaire. 2 policiers militaires montaient la garde devant les portes et un hélicoptère Black Hawk tournait au ralenti sur l'héliport, ses rotors tournant lentement. À l'intérieur de la suite VIP du dernier étage, habituellement réservée aux riches donateurs, le sergent-chef Knox était allongé dans un lit entouré d'équipements bien plus sophistiqués que ceux dont disposait le service des urgences. L'armée avait amené sa propre équipe médicale. Harper entra, vêtue d'une combinaison de vol propre fournie par l'équipe de Holloway. Elle avait l'air plus elle-même. Les blues lui avaient toujours donné l'impression de porter un costume. Knox ouvrit les yeux. Il avait des tubes dans le nez et des ecchymoses sur la moitié du corps, mais il était vivant. Il vit Harper et un faible sourire se dessina sur son visage barbu. « Ghost, dit-il d'une voix rauque, je croyais t'avoir vu. Je pensais que j'étais mort et que tu étais l'ange de la mort venu me chercher. »« Pas aujourd'hui, Top, » dit Harper en lui prenant de la main. « Tu avais un poumon collapsé. Le boucher local a failli te faire frire le cœur en essayant de relancer un rythme cardiaque inexistant. » « Le chirurgien ?» demanda Knox en toussant légèrement. « On s'en est occupé, » répondit Harper. Le général Holloway se tenait près de la fenêtre, regardant l'horizon de la ville. « Pas complètement, Major. Nous avons un problème, » dit Harper en se retournant. « Sir Sterling Preston ne recule pas, » dit Holloway d'un ton grave. « Il fait appel à ses relations, au sénateur, au gouverneur. Il fait croire que vous êtes un soldat rebelle souffrant de stress post-traumatique qui a craqué et agressé un médecin. Il va s'adresser à la presse dans 1 heure. » Harper serra les mâchoires. « Qu'il le fasse. »« Ce n'est pas si simple, » dit Holloway. « S'il creuse trop, il risque de découvrir l'opération Cinder, la mission en série. » La pièce se refroidit. L'opération Cinder était la raison pour laquelle Harper avait quitté l'armée. Il s'agissait d'une extraction classifiée où les choses avaient mal tourné, très mal tourné. Des civils étaient morts à cause de mauvaises informations fournies par la CIA, mais la responsabilité avait presque été imputée à l'unité de Harper. L'affaire avait été expurgée, enterrée et scellée. « S'il révèle cela, » dit Harper doucement, « mon équipe sera traînée dans la boue. Les familles des victimes. » « Exactement, » dit Holloway. « Sterling Preston menace de divulguer des informations anonymes affirmant que vous avez été renvoyé pour crime de guerre, à moins que nous ne vous remettions aux autorités civiles et que nous présentions des excuses publiques. Il prend ma réputation en otage pour sauver l'ego de son fils, » réalisa Harper. « Il nous déclare la guerre. » Knox grogna depuis son lit. « Alors, nous nous battons. »« Comment? » demanda Harper. « Nous ne pouvons pas faire taire un milliardaire civil sans provoquer un incident national. »« Nous ne le faisons pas taire, » dit Holloway, un petit sourire rusé apparaissant sur son visage. « Nous le laissons parler, puis nous l'enterrons avec la vérité. » Holloway lança une tablette à Harper. « Pendant que vous étiez en cellule,
Mes agents de renseignement ont fait quelques recherches sur le Dr. Silas Preston et l'administration hospitalière de son père. Il s'avère que votre incident n'était pas la première fois que Silas faisait une erreur. Harper fit défiler les fichiers, ses yeux s'écarquillèrent. Affaire 402, mort injustifiée, règlement à l'amiable. Accord de confidentialité signé. Affaire 519, amputation du mauvais membre, règlement à l'amiable. Accord de confidentialité signé. Affaire 660, overdose due à une erreur de médication, effacer des dossiers. Il y en avait des dizaines, une traînée de cadavres et d'argent versé pour acheter le silence. Silas Preston n'était pas seulement arrogant, il était incompétent et dangereux. Et son père utilisait les fonds de l'hôpital pour payer les victimes depuis une décennie. C'est un cimetière, murmura Harper. C'est un moyen de pression, corrigea Holloway. Mais nous avons besoin de plus que des dossiers. Nous avons besoin d'un témoin, quelqu'un à l'intérieur qui puisse attester que ces dossiers sont authentiques et que Sterling Preston a ordonné leur dissimulation. Harper repensa aux urgences, à la peur dans les yeux de l'infirmière, à la façon dont David, l'infirmier responsable, avait essayé de parler mais était terrifié, et la jeune infirmière Kinsley avec sa blouse rose. « Je connais quelqu'un, dit Harper. L'infirmière Kinsley. Elle voit tout. Elle gère les archives numériques de l'unité de traumatologie. C'est une civile. Holloway l'a mis en garde. Si nous l'approchons, nous faisons d'elle une cible. Elle est déjà une cible, dit Harper en se levant. Preston terrorise le personnel. Si nous leur donnons une chance de riposter, ils le feront. Tu veux retourner là-bas? Demanda High. Dans la gueule du loup. Je dois sortir Kinsley de là avant que Preston ne purge les serveurs, dit Harper en fermant sa combinaison de vol. S'il apprend que nous avons les fichiers, il supprimera les sauvegardes. J'ai besoin des disques durs. Tu as 1 heure avant la conférence de presse de Preston. Holloway regarda sa montre. Je ne peux pas envoyer des troupes dans un hôpital civil pour voler des disques durs. C'est illégal. Harper se dirigea vers la porte. Elle se retourna, les yeux brillants d'une intensité qui lui avait valu le surnom de Ghost. Vous n'envoyez pas de troupes, général. Je ne suis qu'une infirmière qui va récupérer son dernier salaire. Le sous-sol du Seattle Grace Memorial était un labyrinthe de tuyaux de vapeur, de générateurs vrombissants et de chariots à linge. C'était un monde à part, loin des lumières stériles des étages supérieurs, et c'était l'élément naturel de Harper Bennett. Elle avait troqué sa combinaison de vol contre une combinaison de concierge qu'elle avait dérobée dans un chariot à linge près du quai de chargement. Elle se déplaçait dans l'ombre, évitant les caméras de sécurité qu'elle avait mémorisées au cours de ses 3 mois d'emploi. Sa cible était la salle des serveurs informatiques au 4e étage, adjacente au bureau administratif. Elle n'était pas seule. Le général Holloway ne pouvait pas envoyer de troupes, mais il pouvait fournir des yeux. Grâce à une petite oreillette, un officier du renseignement depuis les hélicoptères au-dessus la guidait. « Major, soyez informé que 4 agents de sécurité privée se déplacent dans le hall. Sterling Preston a engagé des gros bras. Ce ne sont pas des agents de sécurité de l'hôpital, ils sont armés. »« Bien reçu, » murmura Harper en se collant contre un pilier en béton, tandis qu'un agent d'entretien passait sans la remarquer. « Quel est leur rôle? » « On ne sait pas. Mais d'après le profil de Sterling, ils sont probablement autorisés à vous arrêter par tous les moyens nécessaires. N'engagez pas le combat à moins d'être en danger. Harper atteignit l'ascenseur de service. Elle utilisa une carte-clé qu'elle avait subtilisée à un aide-soignant négligent quelques semaines auparavant. Les portes s'ouvrirent. Elle entra et appuya sur le bouton du 4e étage. Pendant que l'ascenseur montait, Harper vérifia son arme de fortune, une clé à molette qu'elle avait trouvée dans le chariot du concierge. Ce n'était pas un fusil, mais à bout portant, elle pouvait très bien briser un genou ou un poignet. Ding! Les portes s'ouvrirent. Le couloir était calme, recouvert d'une moquette moelleuse et bordé de portes en acajou. C'était l'aile réservée à la direction. Harper se déplaça rapidement. Elle atteignit la porte marquée « Archives du serveur ». Elle était verrouillée. Elle n'avait pas le code. « Ouvre la porte, Kinsley », murmura-t-elle, espérant que l'infirmière était à l'intérieur. Silence. « Kinsley, c'est Bennett. Je sais que tu es là. Je suis au courant pour le dossier noir. » Quelques instants plus tard, la serrure électronique émit un bourdonnement. La porte s'entr'ouvrit. L'infirmière Kinsley se tenait là, le visage pâle, les yeux rougis par les larmes.
Elle fit entrer Harper et verrouilla la porte derrière elle. La pièce était froide, remplie du bourdonnement des ventilateurs et des lumières bleues clignotantes. « Tu n'aurais pas dû revenir », dit Kinsley d'une voix tremblante. « Il te recherche. » Sterling Preston a envoyé des hommes fouiller les étages. « Il leur a dit que tu avais une arme. »« C'est vrai, » dit Harper en tapotant sa tête. « J'ai la vérité. Où sont les disques durs? » Kinsley désigna un poste de travail. Une barre de progression à l'écran indiquait que la suppression était à 85%. Il les efface à distance, sanglota Kinsley. Sterling a appelé il y a 10 minutes. Il a ordonné une mise à jour du système. En réalité, il s'agit d'une purge totale des registres chirurgicaux des 10 dernières années. Une fois que cela aura atteint 100%, les preuves des erreurs de Silas, les décès, les dissimulations, tout aura disparu. « Pouvez-vous l'arrêter? » demanda Harper. « J'ai essayé. Je suis bloqué hors des contrôles administratifs. » Harper regarda le rack de serveur. « Si nous ne pouvons pas arrêter le logiciel, nous prenons le matériel. » Elle se dirigea vers la tour du serveur principal. « Quel disque contient les sauvegardes chirurgicales? »« Le disque 3, » dit Kinsley. Harper tendit la main vers le loquet de déverrouillage du compartiment du disque dur. Crash. La porte de la salle des serveurs ne s'est pas simplement ouverte. Elle a été arrachée de ses gonds. 2 hommes en costume sombre firent éruption. Ce n'étaient pas des policiers, c'étaient des mercenaires au cou épais et au regard froid. L'un d'eux tenait une matraque électrique, l'autre tenait un pistolet à silencieux. « Éloignez-vous du serveur » aboya l'homme armé. Kinsley hurla et se jeta au sol. Harper ne se figea pas. Elle calcula. Distance, 3 mètres. Menace, arme à feu. Solution, action violente. « Ne tirez pas !» hurla Harper en levant les mains, feignant la panique. « Je ne suis qu'une femme de ménage. » Le tireur hésita une fraction de seconde, déconcerté par la combinaison. C'était tout ce dont Harper avait besoin. Elle lança la clé. Ce n'était pas un lancer au hasard. Elle virevolta dans les airs et frappa le tireur en plein entre les 2 yeux. Il hurla, recula brusquement, tirant au hasard dans le plafond en plâtre. Harper se jeta en avant. Elle plaqua l'homme avec la matraque électrique avant qu'il ne puisse la lever. Ils heurtèrent violemment le sol. Il était fort, probablement un ancien militaire, mais il se battait avec rage. Harper se battait avec la physique. Elle bloqua un coup de poing, enfonça son coude dans son plexus solaire, puis enroula ses jambes autour de son cou dans un étranglement triangulaire. Il se débattait, essayant de lui crever les yeux, mais Harper serrait de plus en plus fort. Ses cuisses étaient comme des cordes de fer. 3 secondes, 4 secondes. Les yeux de l'homme se sont retournés. Il s'est affaissé. Harper roula sur le côté et se précipita vers le pistolet que le premier homme avait laissé tomber. Elle le repoussa d'un coup de pied à travers la pièce, sous les racks de serveurs. Elle ne voulait pas les tuer. Elle voulait juste terminer la mission. Elle courut vers le serveur. Suppression à 98%. C'est trop tard. Kinsley pleura. Non. Harper serra les dents. Elle attrapa la poignée du compartiment du disque dur et tira. Il était verrouillé. Harper, attention. Harper se retourna. Silas Preston se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air fou. Sa cravate était défaite. La sueur coulait sur son visage. Il tenait le pistolet qu'elle avait repoussé. « Tu as tout gâché. » Silas hurla, le pistolet tremblant dans sa main. « Ma vie, ma réputation. Je suis un dieu dans cette ville. »« Tu es un boucher, Silas, » dit Harper en se plaçant devant Kinsley pour la protéger. « Et c'est fini. C'est fini quand je dis que c'est fini. » Silas arma le chien. « Lâche ça, Preston. » La voix venait du couloir. Silas se retourna. Ce n'était pas la police qui se tenait là. Ce n'était pas Gentile Holloway. C'étaient les infirmières, 20 d'entre elles. David, Chloé, les infirmières du service d'oncologie pédiatrique et des soins intensifs. Elles se tenaient côte à côte, bloquant le couloir. Elles n'étaient pas armées. Elles tenaient des potences à perfusion, de lourdes bouteilles d'oxygène et des bloc-notes. Elles avaient l'air terrifiées, mais elles ne bougeaient pas. « Écartez-vous de mon chemin !» cria Silas en pointant son arme sur elle. « Je vais tirer, je le jure devant Dieu. »« Non, tu ne le feras pas, » dit David en s'avançant. « Parce qu'il y a des caméras partout, Silas, et nous sommes tous témoins. Tu ne peux pas tirer sur tout le monde. » Silas hésita. Le poids du moment,
le nombre impressionnant de personnes qui s'opposaient à lui brisèrent son ego fragile. Pendant qu'il était distrait, Harper passa à l'action. Elle ne l'attaqua pas. Elle tendit le bras derrière elle et arracha le disque dur du rack du serveur dans un grognement d'effort, brisant le mécanisme de verrouillage en plastique. L'écran devint noir. Silas se retourna vers Harper, les yeux écarquillés. « Donne-moi ça. » Harper brandit le disque dur. « Tu le veux? Viens le chercher. » Des sirènes retentirent à l'extérieur. La vraie police était arrivée, pas celle à la solde de Sterling. La police d'État appelée par Holloway. Silas regarda l'arme, puis Harper, puis les infirmières. Il lâcha l'arme. Il tomba à genoux, se couvrant le visage de ses mains, sanglotant comme un enfant. Harper passa devant lui, enjambant ses jambes. Elle regarda David et les autres infirmières. « Merci pour votre soutien, dit-elle doucement. On se serre les coudes. » David sourit nerveusement. « L'équipe de traumatologie, c'est ça? » Harper acquiesça. Elle regarda le disque dur dans sa main. « Allons regarder les informations. » Le grand atrium du Seattle Grace Memorial ressemblait moins au hall d'un hôpital qu'à une cathédrale dédiée à la médecine d'entreprise. Les sols en marbre poli reflétaient l'éclat des flashs d'une centaine d'appareils photo et l'air était chargé du bourdonnement des journalistes et de l'odeur des parfums coûteux. Sterling Preston se tenait debout derrière un podium en acajou, baigné dans la lumière blanche et crue des projecteurs. Il avait tout à fait l'air d'un dirigeant affligé et inquiet. Il portait un costume qui coûtait plus cher que le salaire annuel d'une infirmière, et son visage arborait un masque de sérénité étudiée. Derrière lui se tenaient les membres du conseil d'administration de l'hôpital, une rangée de costumes gris hochant la tête dans un rythme hypocrite. « Mesdames et messieurs les journalistes », commença Sterling d'une voix douce et autoritaire. Il se pencha vers le groupe de microphones, ses yeux balayant la salle. « C'est avec le cœur lourd que je dois vous parler de l'incident violent qui s'est produit entre ces murs plus tôt dans la journée. Nous sommes fiers d'être un sanctuaire de guérison. Mais aujourd'hui, ce sanctuaire a été violé. » Il fit une pause pour plus d'effet, laissant les journalistes se pencher vers lui, comme s'il s'agissait d'un individu perturbé. Sterling poursuivit d'un ton plus dur. Une ancienne soldate, Harper Bennett, que nous avions embauchée en toute bonne foi comme infirmière temporaire, a souffert d'une grave crise psychotique. Souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique non traité, elle s'est infiltrée dans notre unité de traumatologie, a mis en danger la vie d'un patient dans un état critique et a lancé une violente agression physique non provoquée contre mon fils, le chirurgien en chef Silas Preston. Des murmures ont parcouru la foule, les stylos ont griffonné furieusement sur les bloc-notes. Sterling les tenait dans le creux de sa main. Il était en train de peindre un chef-d'œuvre de mensonge. « Nous coopérons pleinement avec les autorités pour appréhender cette femme dangereuse », a déclaré Sterling, élevant légèrement la voix pour couvrir une question d'un journaliste de CNN. « Nous avons des preuves qu'elle a des antécédents d'instabilité. Nous ne nous reposerons pas tant qu'elle ne sera pas derrière les barreaux, garantissant la sécurité de notre personnel et de nos patients. Cet hôpital ne sera pas pris en otage par un élément rebelle. » Au-dessus du podium, l'énorme mur LED Utica, habituellement réservé à l'affichage des noms des donateurs et à la diffusion en boucle de vidéos de médecins souriants, clignotait. Au début, ce n'était qu'un simple problème technique. Une ligne irrégulière de parasites traversait le logo de l'hôpital. Sterling ne le remarqua pas. Il était trop occupé à condamner Harper. Que cela serve d'avertissement. Nous ne tolérons aucune forme de violence. ZZRT. Le bruit statique s'intensifia, un déchirement électronique strident qui poussa plusieurs personnes au premier rang à se boucher les oreilles. Le logo de l'hôpital se déforma, se transformant en bruit numérique avant que l'écran ne devienne noir. Sterling fronça les sourcils, regardant par-dessus son épaule. « Problème technique », marmonna-t-il à un assistant. « Réparez ça immédiatement. » Mais l'écran ne resta pas noir. Une image granuleuse en noir et blanc apparut. Il s'agissait d'une vidéo de sécurité. L'horodatage dans le coin indiquait « Aujourd'hui, 14 heures ». L'angle était élevé, donnant sur la salle de traumatologie 1. L'image était indéniable. Elle montrait un patient en arrêt cardiaque. Elle montrait Harper Bennett suppliant avec son langage corporel, désespéré mais maîtrisé. Et elle montrait le Dr. Silas Preston debout au-dessus du patient, non pas en train de l'aider, mais en train de ricaner. Puis le son se mit en marche.
Ce n'était pas le petit son d'une caméra de sécurité. Il avait été amplifié, clarifié. « Reste à ta place, ordure !» La voix du chirurgien en chef résonna dans les haut-parleurs de l'atrium, digne d'une salle de concert. Elle rebondit sur les murs de marbre, plus forte que les appels de la presse, plus forte que la circulation à l'extérieur. La vidéo montrait la gifle. Elle montrait Silas Preston enfonçant ses doigts dans les cheveux de Harper et lui tirant la tête en arrière avec une force vicieuse et arrogante. Le halètement collectif de la salle aspira tout l'oxygène de l'air. Les flashs cessèrent. Le silence était absolu, à l'exception de la vidéo en boucle sur l'écran géant. Le visage de Sterling Preston perdit toute couleur. Il avait l'air d'un homme qui venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. Il se tourna vers son équipe technique, perdant son sang-froid. « Coupez la diffusion. Coupez-la maintenant. Qui fait ça? » Mais la vidéo changea. Les images de l'agression rétrécirent dans un coin de l'écran, remplacées par un défilement de documents. Il ne s'agissait pas de documents publics. C'étaient des PDF estampillés, confidentiels, ne pas diffusés, et NDA signés. Rapport d'erreur médicale numéro 402. Patient décédé. Cause. Négligence chirurgicale. Chirurgien. Silas Preston. Règlement à l'amiable. 2,5 millions versés. Dissimulation autorisée par Sterling Preston. Les journalistes ont de nouveau poussé des cris étouffés. Une frénésie a éclaté. Les caméras ont zoomé sur l'écran, capturant les preuves d'années de cadavres enterrés. Incident numéro 519, amputation du mauvais membre. Incident numéro 660, overdose mortelle. Statut effacé des âmes. « C'est faux !» hurla Sterling en saisissant le micro, sa voix se brisant en un cri aigu. « C'est une cyberattaque. Ce sont des mensonges générés par l'IA. Sécurité, évacuez la salle. Je veux que tout le monde sorte. Il me semble bien réel, Monsieur Preston. » La voix grave coupa court à la panique de Sterling. Les lourdes portes tournantes en verre de l'entrée principale cessèrent de tourner. La foule s'écarta comme la mer Rouge. Le lieutenant-général Holloway entra. Il ne portait pas son uniforme bleu cette fois-ci. Il était en tenue de combat, flanqué de 4 policiers militaires armés de carabines et de 2 policiers de l'État de Washington. L'aura d'autorité qu'il dégageait était plus lourde que le bâtiment lui-même. Et juste à côté du général marchait Harper Bennett. Elle n'avait pas changé. Elle portait toujours la salopette bleue sale qu'elle avait volée au sous-sol. Son visage était maculé de graisse, et elle tenait dans sa main un disque dur d'ordinateur brisé comme une arme. Sterling se figea. Il agrippa les côtés du podium jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il chercha son équipe de sécurité, mais ses mercenaires n'étaient nulle part, probablement déjà ligotés au sous-sol. « Vous !» siffla Sterling en pointant un doigt tremblant vers Harper. « C'est vous qui avez fait ça. Officier, arrêtez-la. Elle a volé des biens confidentiels. Elle a piraté nos systèmes. » Le chef des policiers d'État, un homme grand au menton carré, monta sur l'estrade. Il passa devant Harper sans même la regarder. Il se dirigea droit vers Sterling Preston. « Sterling Preston, » dit le policier d'une voix tonitruante, sans micro. « Vous êtes en état d'arrestation. » Sterling recula. « Excusez-moi, savez-vous qui je suis? Je suis le président de ce conseil d'administration. Je dîne avec le gouverneur. »« Vous êtes en état d'arrestation, » répéta le policier, en sortant de sa ceinture une paire de lourdes menottes en acier pour complot, en vue de commettre une fraude, obstruction à la justice, falsification de preuves et complicité d'homicide par négligence. Tournez-vous et mettez vos mains derrière le dos. C'est de la folie, cracha Sterling en se débattant tandis que le policier le faisait pivoter. Je vais poursuivre ce département en justice jusqu'à ce qu'il soit ruiné. Je vais vous retirer votre badge. C'est Harper Bennett, la criminelle ici. Harper monta les marches de la scène. Les caméras se tournaient envers elle, 1 millier d'objectifs se focalisant sur la femme en tenue de concierge. Elle s'arrêta à quelques centimètres de Sterling. De près, le milliardaire semblait petit. Il avait l'air terrifié. « Je ne suis pas une criminelle, Sterling, » dit Harper d'une voix calme, amplifiée par le micro dans lequel Sterling venait de hurler. « Et je ne suis pas un fantôme, » dit-elle en brandissant le disque dur. « Mais les fantômes vous hantent pour vos péchés, » murmura-t-elle assez fort pour que lui seul l'entende. « Considérez-vous comme hanté. » Alors que le policier traînait Sterling hors de la scène, qui se débattait et criait, les portes de l'ascenseur derrière le podium s'ouvrirent.
2 autres officiers en sortirent, accompagnant le Dr. Silas Preston. Il ne criait pas. Il pleurait. Ses mains étaient menottées dans son dos. Sa blouse blanche pendait d'une épaule et il regardait le sol, incapable de croiser le regard du personnel qui l'avait tourmenté pendant des années. L'atrium redevint silencieux tandis que les Preston étaient embarqués à l'arrière des voitures de police qui attendaient, les gyrophares bleus se reflétant sur les parois de verre. Puis un seul son rompit le silence. Un claquement de mains. Il était lent, délibéré. Harper se retourna. Sur le balcon en mezzanine surplombant l'atrium, le sergent-chef Knox était assis dans un fauteuil roulant poussé par un médecin militaire. Il était pâle, relié à un appareil à oxygène portable, mais ses mains se rejoignaient. Claquement, claquement. Puis David, l'infirmière responsable, sortit de la foule du personnel. Il applaudit. Puis Kinsley, essuyant ses larmes. Puis Chloé, puis les chirurgiens qui avaient eu trop peur pour s'exprimer. Le son s'amplifia. Il passa d'un murmure à un rugissement. Les journalistes, les patients, les concierges, les médecins, tout le monde applaudissait. Ce n'était pas un applaudissement poli. C'était une ovation tonitruante, une libération de la tension qui avait envahi l'hôpital pendant des années. Ils n'applaudissaient pas une célébrité. Ils applaudissaient la femme vêtue d'une combinaison tachée de graisse qui s'était tenue debout dans le feu et avait refusé de brûler. Harper se tenait là, mal à l'aise face à ces louanges. Elle se dandinait, cherchant une issue. Le général Holloway s'approcha d'elle, un rare sourire illuminant son visage impassible. « Vous savez, Major, » dit Holloway en se penchant vers elle, « c'était une sacrée extraction. Je pense que vous êtes surqualifié pour changer des bassins hygiéniques. » Harper regarda le disque dur, puis le tendit à un agent fédéral qui attendait à proximité. « Il fallait le faire, monsieur. Le Pentagone a une nouvelle initiative. » Holloway continua, observant la foule. Des équipes médicales d'intervention rapide pour les zones à haut risque. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait manier aussi bien le scalpel que les situations de crise. Quelqu'un qui ne bronche pas. Je peux faire rétablir votre commission d'ici demain matin, avec tous les honneurs, de retour au 160e. Harper regarda le général, puis elle regarda le balcon où Knox lui faisait un signe de victoire. Elle regarda les infirmières David Kinsley, l'équipe pour laquelle elle s'était battue. Il lui souriait, non pas comme à une étrangère, mais comme à l'une des leurs. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté l'armée, le bruit dans la tête de Harper, les mortiers, les cris, la culpabilité s'étaient tus. « J'apprécie votre offre, général, » dit Harper doucement, « mais je pense que ma mission est ici. » Holloway haussa un sourcil. « Ici, à récurer les sols. » « Non, » dit Harper en regardant une nouvelle ambulance entrer dans le parking, ses gyrophares rouges clignotants. « Sauver des vies. » Elle fit un geste vers les portes des urgences, où l'on transportait en urgence un brancard. Quelqu'un doit s'assurer que le nouveau chirurgien en chef n'a pas le complexe de Dieu. Holloway éclata d'un rire profond et sonore. « Très bien, rompez, Major. » Harper acquiesça. Elle se détourna des caméras, de l'adulation, et se dirigea vers les doubles portes des urgences. Elle ne marchait plus la tête baissée. Elle ne cachait plus la cicatrice de shrapnel sur son bras, ni le tatouage en forme de poignard ailé sur son poignet. Elle poussa les portes, laissant derrière elle le cirque médiatique, et retourna dans le chaos des urgences. L'odeur de l'antiseptique et du sang la frappa. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ne sentait pas la guerre. Cela sentait le travail. « David !» appela-t-elle en attrapant une nouvelle paire de gants dans une boîte accrochée au mur. « La B4 a besoin d'une perfusion saline et d'un kit de suture. Allons-y. » Harper Bennett était de retour au travail. L'histoire de Harper Bennett nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans le grade, le titre ou l'argent que l'on a en banque. Elle réside dans ce que l'on fait lorsque la pression est forte et que des vies sont en jeu. Le Dr. Preston pensait que son statut le rendait intouchable, mais il a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, surtout quand ce livre est un vétéran aguerri qui a vu plus en un jour que lui en toute une vie. Harper n'a pas seulement sauvé un patient. Elle a sauvé l'âme de cet hôpital, prouvant qu'une seule personne qui se bat pour ce qui est juste peut faire tomber un empire de corruption. Avez-vous aimé cette histoire? Si oui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Qu'auriez-vous fait à la place de Harper? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.
Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine histoire.